bonjour à tous. Alors je vais être bref, hein, le but étant qu'on essaye de finir pas trop tard pour que tout le monde puisse avoir ses transports. Merci à tous d'être venus. Alors certains un peu sous la contrainte, d'autres très volontairement. En tout cas, merci à tous d'être là. C'est une journée, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, donc c'est la journée internationale de protection de la vie privée et des données. Du coup, pour l'occasion, l'Observatoire des libertés du numérique, donc un collectif d'associations qui défend les droits et les libertés sur tout ce qui va toucher à l'univers numérique, donc qui est composé du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France, d'Amnesty International, très récemment, de la Ligue des droits de l'homme, du CRES Terminal et du Cécile, j'ai oublié personne, et la Quadrature du Net, bien sûr, excusez-moi. Le SAF, j'ai dit le SAF, tout va bien. Et qui du coup fête sa deuxième année d'existence avec cette conférence qui a été officialisée il y a 2 ans pour l'occasion de la journée de protection des données. Et l'idée aujourd'hui, c'était un peu de revenir sur les impacts qu'ont la gestion des données et des données personnelles sur la vie privée, mais aussi sur toutes les autres libertés fondamentales. Donc autour de 5 interventions, donc de 25 minutes chacune pour vous présenter les différents thèmes mais que vous connaissez. Je ne fais pas plus long et je vais directement laisser la parole à Philippe Aigrin, donc membre fondateur de la Quadrature du Net. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là, surtout si en plus vous étiez forcés. Donc moi j'interviens ici avec une double casquette, celle d'un informaticien un peu retraité, mais défenseur des droits fondamentaux dans l'espace numérique comme fondateur du net, mais aussi comme auteur-éditeur de littérature, et en particulier d'un recueil de textes littéraires sur la que je coédite avec une romancière qui s'appelle Céline Curiol et qui paraîtra en mai prochain. Alors le risque avec ces deux casquettes, c'est que les choses que je vais vous dire se classent en 2 catégories, les évidences et puis les trucs auxquels vous comprenez rien, mais je vais essayer d'éviter ce péril. Ma feuille de route, c'est situer un cadre contemporain pour analyser les collectes et les traitements d'informations qui sont rattachables aux individus. Alors tous les petits mots les expressions sont importantes, et en particulier saisir la différence entre la situation contemporaine et celle qui existait dans les années 1970, où le point de vue dominant, c'était celui de fichiers, de données et de traitements finalisés portant sur les données incluses dans ces fichiers. Cette période, c'est celle où les premières législations, et en particulier la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés, ont été élaborées. Et puis après, elles ont évolué, mais pas forcément tellement pour accompagner les transformations de la nature de ce qu'on collecte et de ce qu'on fait avec, plutôt pour harmoniser ou créer une sorte de mixte des conceptions des différents pays et aussi des différentes cultures linguistiques sur ces questions. Et à partir de cette situation, en faisant la différence entre ce qui existait au moment de la première élaboration et maintenant, j'essaierai de montrer que l'impact actuel de la surveillance, on ne doit pas le penser seulement comme une exploitation des données, nuisible ou utile, mais qu'il faut aussi l'envisager comme un façonnage, une production, un formatage des comportements. Alors commençons par la préhistoire, dans le moment où la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. En fait, dans les années 1970, 2 acceptions du mot données sont déjà présentes. La première, c'est celle qui est liée aux grands fichiers. Alors, Gamin et Audace, c'était 2 fichiers de l'aide sociale en France, des fichiers d'État qui étaient, l'un portait sur les enfants des
des classes défavorisées et l'autre sur l'aide sociale en général. Et puis aussi le fichier scolaire, sujet qui n'a pas arrêté de susciter des controverses jusqu'à l'époque récente. Alors, ce à quoi on a affaire à l'époque, c'est des données collectées par des tiers, souvent, ou fournies par la personne concernée, mais souvent sous la forme de formulaires, et qu'on va traiter avec des finalités affichées, par exemple, mieux gérer l'aide sociale ou détecter des personnes qui sont en risque particulier. Mais souvent multiples. Il y a souvent plusieurs finalités à la fois et qui sont stockées dans des fichiers papier et des bases de données informatiques. Donc les législations de cette époque, elles portent à la fois sur les deux. La seconde acception, mais qui à cette époque est très discrète, c'est celle de la collecte d'informations au fil du fonctionnement d'un système. Si vous regardez le Trésor de la langue française, à l'article données, vous verrez qu'une des acceptions qui est mentionnée, c'est ensemble des indications enregistrées en machine pour permettre l'analyse ou la recherche automatique des informations. Ça date de 1964. Donc les acceptions plus modernes, elles sont déjà là, mais en fait, elles ne vont pas du tout être prises en compte dans l'élaboration des lois. Mais en fait, la raison pour laquelle elles sont déjà là, c'est que dès les années 1930, par exemple, il existe des systèmes de mesure automatique de quelle station de radio est écoutée sur un poste, qui sont intégrés à des systèmes de mesure de l'audience, en particulier dans les pays où le modèle prédominant de la radio est la publicité, notamment par une société néerlandaise qui s'appelle Nielsen, autrefois elle s'appelait VNU. Ces systèmes débarquent en France pour la télévision entre 1978 et 1980, et ils suscitent dans les coulisses, mais uniquement dans les coulisses, des débats assez vifs. Ainsi, quand Philippe Boucher, un des rédacteurs de la loi de 78, et moi, nous rendons visite en juin 81 à Louis Joannet, un des autres rédacteurs de la loi de 78, et qui vient de devenir conseiller de Pierre Monroy à Matignon, nous lui rendons visite pour souligner les dangers que le futur audimat, ce qui va devenir plus tard en 84-85 l'audimat, fait courir, à notre avis, à la qualité de l'espace public. Donc notre préoccupation, ce n'est pas la vie privée, c'est qu'est-ce qui va arriver à l'espace public de débat. Et il nous répond qu'il faudrait vraiment un scandale majeur pour éviter la mise en place de ces dispositifs, car les politiques en sont encore plus demandeurs que les marketeurs. Et au départ, ils étaient faits pour les marketeurs, mais en fait, on voit que dès cette époque, il y a une forme de partenariat public-privé pour la surveillance informationnelle, mais à l'époque, il s'agit de surveillance statistique. Il s'agit de comprendre quand c'est que les gens zappent quand quelqu'un dit quelque chose dans une émission de télé ou des choses de ce type-là. Point quand même qui est intéressant, c'est que dès cette époque, les mesureurs d'audience, les entreprises qu'on appelle d'audimétrie, et audimétrie, c'est en France le nom de la principale d'entre elles, ils ont à lutter avec quelque chose qui, à l'époque, relève de l'évidence, mais qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Ce savoir surveiller modifie les pratiques de l'échantillon. Et du coup, l'échantillon devient biaisé. Voilà. Alors là, c'est vraiment la préhistoire dont je vous parle. Mais c'est évidemment seulement avec le développement de l'informatique personnelle, du web et des dispositifs mobiles que les formes contemporaines de collecte d'informations se généralisèrent. Ça s'est passé néanmoins en deux étapes et on a tendance à oublier la première. Entre 1993 et 2005, on voit se développer les pages personnelles sur le web, les blogs, les sites collaboratifs hébergés par des groupes et des organisations, les débuts de l'auto-hébergement des médias pour les photos et la musique, puis progressivement pour la vidéo, et les débuts du partage pair à pair de contenu, principalement à l'époque la musique, entre individus.
dans toute cette période, le web se développe comme un authentique espace public dans lequel les individus et les groupes publient des contenus. Mais comme tout espace public digne de ce nom, il comprend aussi des zones d'intimité. Ainsi, les brouillons d'articles, que ces articles aient été par la suite publiés ou pas, hein, par exemple leurs différentes versions d'élaboration, voire même les corrections en cours de rédaction, qui font partie des choses que certains systèmes espionnent aujourd'hui, les échanges dans un site collaboratif dans la partie privée du site ou dans des salons à accès réservé constituent des contenus hautement intimes. Il y a le produit de cette époque de construction du web comme espace public, ça va être ce qui est aujourd'hui décrit par certains critiques comme utopie naïve, c'est-à-dire la pensée du web comme lieu de construction d'identité au pluriel, hein, pour un même individu, et d'interaction sociale. Mais en même temps, il s'installe dans les systèmes des faiblesses et des caractéristiques qui vont aboutir à un risque grave d'intrusion dans toutes les intimités et au bout du compte, un risque de démantèlement de l'espace public. Plusieurs mécanismes y contribuent en synergie. La montée des services centralisés, la prédominance dans ceux-ci des modèles commerciaux publicitaires et la montée des communications mobiles. À cette époque, les contenus personnels et sociaux, donc à l'époque où on est encore dans le web comme espace public, étaient hébergés soit chez des hébergeurs spécialisés, qui existent souvent encore, soit dans des espaces numériques mis à disposition par des fournisseurs d'accès, qui existent toujours aussi, mais avec une grande modification. C'est qu'à l'époque, les fournisseurs d'accès se comportent en purs hébergeurs. Ils ne prêtent aucune attention aux contenus et activités concernés dans ces pages personnelles, si ce n'est du point de vue d'éventuels coûts s'il y a trop de données ou d'éventuels risques si certains des contenus sont susceptibles de litige. Mais il existait dans cette époque déjà une catégorie de services web centralisés, les moteurs de recherche. Et après une histoire complexe, c'est leur modèle qui va se développer à grande échelle avec les grands réseaux sociaux, les intermédiateurs et les hébergeurs de contenu, exploitant la publicité ciblée comme principal modèle commercial. Et puis en parallèle, les opérateurs de télécommunications et fabricants de matériel liés, des matériels de télécommunications mobiles, vont enfin tenir leur revanche contre l'Internet ouvert, le développement des communications mobiles de données, hein, qui va prendre 20 ans quand même, sur des appareils fermés, limités dans leurs usages pour des activités réflexives ou d'écriture au sens large, hein, sauf pour la photo et la vidéo, mais c'est simplement de l'enregistrement, ce n'est pas vraiment de l'écriture, et d'autre part, une capture intensive d'informations comme la géolocalisation. Cette évolution de l'écosystème informationnel va représenter une aubaine pour les politiques de surveillance autoritaire qui vont maintenant pouvoir capturer les informations, traces et données à la source et accompagner des métadonnées nécessaires pour les interpréter. Vous aviez, fin des années 90, vous aviez des systèmes comme Echelon qui espionnaient uniquement les communications par satellite et les câbles sous-marins. Ils voyaient passer des messages, ils ne savaient pas, ou du moins c'était extrêmement coûteux de retracer qui envoyait quoi à qui. Ils n'avaient aucune information sur le contexte d'une communication et le résultat, c'est qu'une commission du Congrès américain avait jugé que l'exploitation de ces données par la NSA était totalement inefficace. Cette évolution, disons, on aurait tort de considérer que la mutation qui s'est passée concerne seulement l'élargissement des types d'informations recueillies et la diversification des finalités de leur traitement.
Parce que qu'est-ce qui se passe? D'une part, la capture d'informations porte plus seulement sur les données, mais aussi sur des traces, par exemple le parcours de navigation dans un site ou entre sites, sur des informations contextuelles. Par exemple, vous avez publié une photo sur laquelle quelqu'un d'autre a identifié une personne, hein, donc ça, c'est un premier élément. Évidemment, on collecte des choses qui autrefois n'étaient pas considérées comme des données, hein. D'autre part, du fait des modèles de financement publicitaire et aussi des marges arrière. Alors les marges arrière, hein, c'est un truc dans les grandes surfaces où les grandes surfaces seront payées pour placer des produits en tête de gondole, hein. Et en fait, c'est un modèle très important dans l'industrie du contenu où les producteurs de contenu payent des sites d'accès au contenu pour que ce soit leur contenu qui soit promu principalement. Et donc, ce qui se passe à travers tout ça, c'est que la finalité des traitements est de plus en plus détachée des motifs invoqués pour leur collecte. Par exemple, si vous inscrivez sur YouTube, ce qui va arriver à vos données a assez peu de choses à voir avec les finalités affichées dans les conditions générales d'utilisation. Enfin, il se développe un gigantesque partenariat public-privé de recueil et d'exploitation des données. Donc, celui dont j'ai dit, il existait, mais dans des niches, hein, dont les partenaires se considèrent parfois comme rivaux ou concurrents, mais qui partagent une même vision du monde informationnel. Et c'est cette vision que, suivant les analyses d'Antoinette Rouvroy, Grégoire Chamaillou et Julie Cohen, alors vous ne savez probablement pas qui c'est, mais mon texte sera en ligne et vous pourrez regarder qui c'est. Oui, oui, pas de problème. Je décris comme un démantèlement et une reconstruction informationnelle de la personne. En effet, il ne s'agit plus seulement de considérer la personne comme un être extérieur aux données et aux traitements, que l'on caractériserait par des données rattachables à une identité objective, hein, comme dans le modèle on a une personne qui existe dans son univers physique et puis on collecte des données dessus et on va faire des traitements à partir de ça. L'ensemble ou le sous-ensemble d'informations, de traces, de données et métadonnées constitue un ou plusieurs profils, enfin en général en fait des tas de profils, et l'usage de ces profils consiste à étiqueter le possesseur de ce profil d'une façon qui va déterminer le monde qui lui est présenté. Par exemple, quelle information lui montrer en réponse à une requête ou lorsqu'il accède à un site, et par ce biais influencer ses comportements, peut-être pas principalement pour lui faire acheter tel ou tel produit, mais pour sculpter ses pratiques informationnelles dans l'espace du web et des dispositifs liés, et également ses pratiques dans le monde physique. Ainsi, on pourrait consacrer un livre entier à la façon dont les pratiques de déplacement ont été transformées de façon radicale par la géolocalisation et le guidage, hein, au GPS, d'une façon qui contribue à nous priver de capacités essentielles à nous situer dans l'espace physique et à y choisir nos parcours. Évidemment, les conséquences vont être différentes selon la nature des acteurs qui exploitent ces profils. Un moteur de recherche voudra influencer la façon dont nous posons une question, par exemple à travers l'autocomplétion ou à travers simplement nous forcer à deviner qu'est-ce qui marche comme type de question, hein. Un réseau social voudra changer ce que vous considérez comme des amis et par conséquent, qu'est-ce que vous partagerez avec des gens qui en fait ne sont pas vos amis. Un site financé par la publicité voudra au moins faire croire aux annonceurs qu'il influence vos achats. Google Life Sciences voudra nous faire croire que 1000 ans d'espérance de vie serait autre chose qu'un enfer pour tous. Mais évidemment, les États sécuritaires, quant à eux, ils veulent avant tout nous placer, je parle sous le contrôle de ma voisine de gauche, sous le regard de la suspicion.
Pas seulement pour nous attraper si nous étions vraiment suspects, ce qui à l'occasion il ferait, mais pour que nous nous comportions comme personnes susceptibles d'être suspects et que nous devenions nos propres surveillants. C'est ici que se rencontre l'atteinte à l'intimité et l'atteinte à la liberté de pensée, d'expression et plus généralement la qualité de l'espace public. Je profite de ce point de mon exposé pour rappeler qu'intimité est la vraie traduction du mot anglais privacy, et que ce qu'il désigne n'est pas réductible à la seule vie privée. Une conversation dans un café, dans la rue, c'est pas apparemment une vie privée, elle se déroule dans l'espace public, mais néanmoins, on y s'attend à une certaine intimité. Et si quelqu'un vous écoute très visiblement, c'est impoli, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous commençons à nous penser nous-mêmes comme objet du type de surveillance permis par la capture et le traitement des traces, informations et métadonnées? Cette forme de surveillance est constitutive directement d'une perte de liberté, justement parce que son but est d'influer sur les comportements. C'est ce qu'a exprimé Edward Snowden lorsqu'il a dit « Ceux qui pensent que la surveillance n'est pas grave parce qu'ils n'ont rien à cacher sont semblables à quelqu'un qui dirait « L'absence de liberté d'expression n'est pas grave car je n'ai rien à dire ». La formule « je n'ai rien à cacher » sous-entend « moi je n'ai rien à cacher » contrairement à d'autres. Et cette terminaison doit toujours être rajoutée. En réalité, la définition même d'un État totalitaire est que seuls ceux qui n'ont rien à cacher peuvent y agir et seuls ceux qui n'ont rien à dire peuvent s'y exprimer librement. L'existence de ces types modernes de surveillance est également dangereuse par ses effets indirects sur ceux qui sont conscients de leur caractère nuisible. Deux attitudes sont possibles et se combinent souvent. La première est de chercher à renforcer les protections de l'intimité, se cacher derrière des barrières à la surveillance. Et la seconde, à contrôler son discours public. Mais chacune de ces approches, aussi nécessaire soit-elle, limite la liberté personnelle et la qualité de l'espace public. Et Nicolas Kramayer, mon voisin de droite, reviendra tout à l'heure sur l'impact que ça peut avoir sur les militants des sociétés civiles, sujet sur lequel vous pourrez également lire ma contribution au recueil de textes littéraires mentionné en introduction. Je n'y ai plus qu'une minute. Face à des phénomènes aussi pervasifs, aux causes aussi profondes, les réponses sociétales doivent s'attaquer à la racine des phénomènes concernés. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, à cause du monsieur qui m'agite des panneaux, mais je voudrais souligner deux approches qu'il est indispensable de combiner. La première repose sur une remarque simple. Les algorithmes, et heureusement pour vous tous étudiants en informatique, n'appartiennent pas qu'à Google et à Thales ou Booz Allen Hamilton, l'entreprise qui sous-traitait Snowden à la NSA. Il n'y a aucune réappropriation possible de notre devenir informationnel qui puisse se passer de reprendre dans nos mains la définition des traitements de l'information. Lesquels sont souhaitables? À quoi doivent-ils servir? Qui doit les définir? Où physiquement doivent-ils se dérouler? Et qui a le droit de connaître leur nature et leur contenu? Mais aussi indispensable que soit cette reprise en main, c'est en fait un des objectifs centraux de la quadrature du net de la rendre possible, elle ne suffira pas à elle seule à nous remettre aux commandes de nos destins sociaux. Il faudra en parallèle prendre la mesure de la crise oligarchique et post-démocratique du politique dans nos pays. Alors, je suis désolé d'employer des grands mots compliqués, mais je pense que même si vous contestez qu'il y en ait une, vous comprenez ce que veut dire ces mots. C'est sur ce fond d'impuissance du politique à faire aux citoyens des promesses attrayantes et tenables en matière d'effet de leur action sur le social, que les stratégies qu'on observe dans le développement des États sécuritaires se sont mises en place.
Elle se caractérise par la mise en scène permanente de la peur, du choc, par la répétition permanente d'informations ou d'éléments de contenu de médias qui sont soit traumatisants, soit porteurs d'une émotion difficilement contrôlable, hein, mais aussi par les politiques sécuritaires proprement dites et par la mise en place de partenariats public-privé qui reposent sur la base du modèle commun de gouvernement des esprits. C'est un modèle qui est explicite chez Google, chez les penseurs de Google, et qui explique pour beaucoup la jalousie que, par exemple, quand M. Cazeneuve va avoir les géants M. Cazeneuve, c'est le ministre de l'Intérieur, va voir les responsables de la Silicon Valley, des grandes entreprises, c'est parce qu'ils voudraient être le Google de la sécurité. Voilà. Donc nous avons un défi immense, nous réapproprier la révolution informationnelle en même temps que le politique.